6. Analyse de la concorde. La concorde est, elle aussi, l'expérience le montre, un sentiment affectif. Pour cette raison, elle n'est pas simple conformité d'opinion qui pourrait exister même entre personnes inconnues les unes aux autres. Pas davantage, on le dit, des gens qui ont la même manière de voir sur une question quelconque, que la concorde règne entre eux. Par exemple, ceux qui sont du même avis sur les phénomènes célestes. Problème qui n'intéresse que la spéculation et n'ont aucun caractère pratique. Car la façon de penser commune sur ces matières n'a rien d'affectif. Au contraire, nous disons que la concorde prévaut dans les cités, quand les citoyens sont unanimes sur leur intérêt, choisissent la même ligne de conduite et exécutent les décisions prises en commun. C'est donc aux fins d'ordre pratique que la concorde se rapporte, mais à des fins pratiques d'importance. Et susceptible d'intéresser les deux parties, à la fois, ou même toutes les parties en cause. C'est le cas pour les cités, quand tous les citoyens décident que les magistratures seront électives, ou qu'une alliance sera conclue avec les Lacédémoniens, ou que Pitthakos exercera le pouvoir à l'époque où lui-même y consentait de son côté. Pitthakos, l'un des 7 sages tyrans de Mytilène, avait été élu par ses concitoyens, et il résigna sa dictature malgré l'opposition de ceux-ci. Par conséquent, il y avait concorde durant toute la période, ôtée, où il consentit à gouverner. Aristote parle de Pitthakos avec sympathie à plusieurs reprises. Quant au contraire, chacun des deux partis rivaux souhaite pour lui-même la chose débattue, comme les chefs dans les Phéniciennes. C'est le règne des factions, car la concorde ne consiste pas pour chacun des deux compétiteurs à penser la même chose, quelle que soit au surplus la chose, mais à penser la même chose réalisée dans les mêmes mains, quand par exemple le peuple et les classes dirigeantes sont d'accord pour remettre le pouvoir au parti aristocratique, car c'est seulement ainsi que tous les intéressés voient se réaliser ce qu'ils avaient en vue. Il apparaît dès lors manifeste que la concorde est une amitié politique, conformément d'ailleurs au sens ordinaire du terme, car elle roule sur les intérêts et les choses se rapportant à la vie. La concorde prise en ce sens n'existe qu'entre les gens de bien, puisqu'ils sont en accord à la fois avec eux-mêmes et les uns à l'égard des autres, se tenant pour ainsi dire sur le même terrain. Chez les gens de cette sorte, en effet, les volontés demeurent stables, et ne sont pas le jouet du reflux comme les eaux d'un détroit, et ils souhaitent à la fois ce qui est juste et ce qui est avantageux, toutes choses pour lesquelles leurs aspirations aussi sont communes. Les hommes pervers, au contraire, sont impuissants à faire régner entre eux la concorde, sinon dans une faible mesure, tout comme ils sont incapables d'amitié, du fait qu'ils visent à obtenir plus que leur part dans les profits, et moins que leur part dans les travaux et dans les charges publiques. Et comme chacun souhaite ses avantages pour lui personnellement, il surveille jalousement son voisin et l'empêche d'en bénéficier. Faute d'y veiller, l'intérêt général court à sa ruine. Le résultat est que les dissensions éclatent entre les citoyens, chacun contraignant l'autre à faire ce qui est juste, mais ne voulant pas s'y plier lui-même. 7. Analyse de la bienfaisance. Les bienfaiteurs aiment ceux auxquels ils ont fait du bien, semble-t-il, plus que ceux auxquels on a fait du bien n'aiment ceux qui leur en ont fait. Et comme c'est là une constatation contraire à toute raison, on en recherche l'explication. Aux yeux de la plupart, la cause est que les obligés sont dans la position de débiteurs et les bienfaiteurs dans celle de créanciers. Et il est donc comme dans le cas du prêt d'argent où l'emprunteur verrait d'un bon œil son prêteur disparaître, tandis que le prêteur veille au contraire avec soin à la conservation de son débiteur. Ainsi également, pense-t-on, le bienfaiteur souhaite que son obligé demeure bien vivant afin d'en recueillir de la reconnaissance, alors que l'obligé se soucie peu de s'acquitter de sa dette. Et Picharme dirait peut-être de ceux qui donnent cette explication qu'ils voient les choses par leur mauvais côté. Elle paraît bien cependant conforme à l'humaine nature, tant la plupart des hommes ont la mémoire courte et aspirent plutôt à recevoir qu'à donner. Mais on ne peut penser que la cause tient davantage à la nature même des choses et qu'il n'y a aucune ressemblance avec ce qui se passe dans le cas du prêt. Le prêteur n'a en effet en lui aucune affection pour son emprunteur, il désire seulement sa conservation, afin de recouvrer ce qu'il lui a prêté. Au contraire, le bienfaiteur ressent de l'amitié et de l'attachement pour la personne de son obligé, même si ce dernier ne lui est d'aucune utilité et ne peut lui rendre dans l'avenir aucun service. En fait, le cas est exactement le même chez les artistes. Ils ont tous plus d'amour pour l'œuvre de leurs mains qu'ils n'en recevraient de celle-ci si elle devenait animée. Peut-être ce sentiment se rencontre-t-il surtout chez les poètes, qui ont une affection excessive pour leur propre production et les chérissent comme leurs enfants. La position du bienfaiteur ressemble ainsi à celle de l'artiste, l'être qui a reçu du bien de lui et son ouvrage,
et par suite, il aime plus que l'ouvrage n'aime celui qui l'a fait. La raison en est. Ce qui est en acte, notre existence par exemple, est philéton. Or l'œuvre, to ergon, est ce qui est en acte, l'actualisation de son auteur. Donc l'œuvre est philéton pour son auteur, nous aimons ce que nous avons créé. Dans l'explication d'Aristote, to et ergon représentent l'obligé lui-même, qui n'est que l'actualisation de l'être de son bienfaiteur. Le bienfaiteur aime donc son obligé comme l'artiste aime son œuvre, laquelle n'est autre que lui-même, en un sens toutefois posse, car leurs qualités sont pourtant différentes, puisque l'œuvre réalise les puissances qu'il porte en lui. C'est là une application au rapport du bienfaiteur et de l'obligé de la doctrine constante d'Aristote sur le mouvement, doctrine à laquelle il confère une portée universelle. L'agent est en puissance le patient, et le patient est l'acte de l'agent. L'œuvre, l'obligé, est le prolongement de son créateur, le bienfaiteur, qui l'aime comme il s'aime lui-même, de telle sorte que l'amour qu'il a pour son œuvre est une forme de l'amour de soi. L'existence est pour tout être objet de préférence et d'amour, et que nous existons par notre acte, puisque nous existons par le fait de vivre et d'agir, et que l'œuvre est en un sens son producteur, en acte, et dès lors le producteur chérit son œuvre parce qu'il chérit aussi l'existence. Et c'est là un fait qui prend son origine dans la nature même des choses, car ce que l'agent est en puissance, son œuvre l'exprime en acte. En même temps aussi, pour le bienfaiteur, il y a quelque chose de noble dans son action, de sorte qu'il se réjouit dans ce en quoi son action réside. Par contre, pour le patient, il n'y a rien de noble dans l'agent, mais tout au plus quelque chose de profitable, et cela est moins agréable et moins digne d'amour que ce qui est noble. Trois choses donnent du plaisir, l'activité du présent, l'espoir du futur et le souvenir du passé. Mais le plus agréable des trois est ce qui est attaché à l'activité, et c'est pareillement ce qui est aimable. Or, pour l'agent qui a concédé le bienfait, son œuvre demeure, car ce qui est noble a une longue durée, alors que pour celui qui l'a reçu, l'utilité passe vite. Et le souvenir des choses nobles est agréable, tandis que celui des choses utiles ne l'est pas du tout, ou les moins. Quant à l'attente, c'est au contraire l'inverse qui semble avoir lieu. En outre, aimer est semblable à un processus de production, et être aimé à une passivité. Et par suite, ce sont ceux qui ont la supériorité dans l'action que l'amour et les sentiments affectifs accompagnent naturellement. De plus, tout homme chérit davantage les choses qu'il a obtenues à force de travail. Ainsi, ceux qui ont acquis leur argent y tiennent plus que ceux qui l'ont reçu par héritage. Or, recevoir un bienfait semble n'impliquer aucun travail pénible, tandis que faire du bien à autrui demande un effort. C'est également pour ces raisons que les mères ont pour leurs enfants un amour plus grand que celui du père, car elles ont peiné davantage pour les mettre au monde et savent mieux que lui que l'enfant est leur propre enfant. Ce dernier point paraît bien être aussi un caractère propre au bienfaiteur. 8. L'égoïsme, son rôle et ses formes. On se pose aussi la question de savoir. Le bienfaiteur aime dans l'obligé son propre ouvrage. Devons-nous donc nous aimer nous-mêmes et encourir ainsi le reproche d'égoïsme? Aristote n'hésite pas à répondre par l'affirmative, mais c'est à la condition de prendre l'amour de soi, non au sens péjoratif, où on l'entend généralement, l'égoïsme est alors que la complaisance envers les appétits les plus bas, mais en son sens véritable, qui rapporte tout ce qu'il y a de meilleur et de plus haut dans l'âme, à savoir à la partie intellective. Si on doit faire passer avant tout l'amour de soi-même ou l'amour de quelqu'un d'autre, on critique en effet ceux qui s'aiment eux-mêmes par-dessus tout, et on leur donne le nom d'égoïste, en un sens péjoratif. Et on pense à la fois que l'homme pervers a pour caractère de faire tout ce qu'il fait en vue de son propre intérêt, et qu'il est d'autant plus enfoncé dans sa perversité qu'il agit davantage en égoïste. Ainsi on l'accuse de ne rien faire de lui-même, c'est-à-dire sans y être obligé d'une façon quelconque. L'égoïste se renferme en lui-même. Et qu'au contraire, l'homme de bien a pour caractère de faire une chose parce qu'elle est noble, et que sa valeur morale est d'autant plus grande qu'il agit davantage pour de nobles motifs, et dans l'intérêt même de son ami, laissant de côté tout avantage personnel. Mais à ces arguments, les faits opposent un démenti, et ce n'est pas sans raison. On admet en effet qu'on doit aimer le mieux son meilleur ami, le meilleur ami étant celui qui, quand il souhaite du bien à une personne, le souhaite pour l'amour de cette personne, même si nul ne doit jamais le savoir. Or, ces caractères se rencontrent à leur plus haut degré, dans la relation du sujet avec lui-même, ainsi que tous les autres attributs par lesquels on définit un ami. Nous l'avons dit en effet, c'est en partant de cette relation de soi-même à soi-même que tous les sentiments qui constituent l'amitié ne sont pas la suite étendue aux autres hommes. Ajoutons que les proverbes confirment toute cette manière de voir. Par exemple, une seule âme, ce que possèdent des amis est commun, amitié et égalité, le genou est plus près que la jambe,
Ce proverbe signifie qu'il faut d'abord aller au plus près. Or, le plus près de moi, c'est moi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Toute réflexion qui ne saurait s'appliquer avec plus d'à-propos à la relation de l'homme avec lui-même, car un homme est en lui-même son meilleur ami, et par suite il doit s'aimer lui-même par-dessus tout. Et il est raisonnable de se demander laquelle des deux opinions nous devons suivre, attendu que l'une comme l'autre ont quelque chose de plausible. Peut-être en présence d'opinions ainsi en conflit, devons-nous les distinguer nettement l'une de l'autre, et déterminer dans quelle mesure et sous quel aspect chacune des deux thèses est vraie. Si dès lors nous parvenions à saisir quel sens chacune d'elles attache au terme égoïste, nous pourrions probablement y voir clair. Ceux qui en font un terme de réprobation appellent égoïstes ceux qui s'attribuent à eux-mêmes une part trop large dans les richesses, les honneurs ou les plaisirs du corps, tous avantages que la plupart des hommes désirent et au sujet desquels ils déploient toutes leurs ailes, dans l'idée que ce ne sont là les plus grands biens et par là même les plus disputés. Ainsi, ceux qui prennent une part excessive de ces divers avantages s'abandonnent à leurs appétits sensuels, et en général à leur passion et à la partie irrationnelle de leur âme. Tel est d'ailleurs l'état d'esprit de la majorité des hommes, et c'est la raison pour laquelle l'épithète égoïste a été prise au sens où elle est. Elle tire sa signification du type le plus répandu, et qui n'a rien que de vil. C'est donc à juste titre qu'on réprouve les hommes qui sont égoïstes de cette façon, que d'autre part, ce soit seulement ceux qui s'attribuent à eux-mêmes les biens de ce genre qui sont habituellement et généralement désignés du nom d'égoïstes. C'est là un fait qui n'est pas douteux. Car si un homme mettait toujours son zèle à accomplir lui-même, et avant toute chose que les actions conformes à la justice, à la tempérance ou à n'importe quelle autre vertu, et en général s'appliquait toujours à revendiquer pour lui-même ce qui est honnête, nul assurément ne qualifierait cet homme d'égoïste, ni ne songerait à le blâmer. Et pourtant, un tel homme peut sembler plus que le précédent être un égoïste. Du moins s'attribue-t-il à lui-même les avantages qui sont les plus nobles et le plus véritablement des biens. Il met des complaisances dans la partie de lui-même qui a l'autorité suprême et à laquelle tout le reste obéit. Et de même que dans une cité, la partie qui a le plus d'autorité est considérée comme étant, au sens le plus plein, la cité elle-même, et on doit en dire autant de n'importe quelle autre organisation. Ainsi en est-il pour un homme, et par suite est égoïste par excellence celui qui aime cette partie supérieure et si complet. En outre, un homme est dit tempérant ou intempérant suivant que son intellect possède ou non la domination, ce qui implique que chacun de nous ait son propre intellect. Et les actions qui nous semblent le plus proprement nôtres, nos actions vraiment volontaires, sont celles qui s'accompagnent de raison. Qu'ainsi donc chaque homme soit cette partie dominante même, ou qu'il soit tout au moins principalement cette partie. C'est là une chose qui ne souffre aucune obscurité, comme il est évident aussi que l'homme de bien aime plus que tout cette partie qui est en lui, d'où il suit que l'homme de bien sera suprêmement égoïste, quoique d'un autre type que celui auquel nous réservons notre réprobation et dont il diffère dans toute la mesure où vivre conformément à un principe diffère de vivre sous l'empire de la passion, ou encore dans toute la mesure où désirer le bien est autre que désirer ce qui semble seulement avantageux. Ceux donc qui s'appliquent avec une ardeur exceptionnelle à mener une conduite conforme au bien sont l'objet d'une approbation et d'une louange unanime. Et si tous les hommes rivalisaient en noblesse morale et tendaient leurs efforts pour accomplir les actions les plus parfaites, en même temps que la communauté trouverait tous ses besoins satisfaits, dans sa vie privée, chacun s'assurerait les plus grands des biens, puisque la vertu est précisément un bien de ce genre. Nous concluons que l'homme vertueux a le devoir de s'aimer lui-même, car il trouvera lui-même profit en pratiquant le bien et en fera en même temps bénéficier les autres, alors que l'homme vicieux ne le doit pas, car il causera du tort à la fois à lui-même et à ses proches, en suivant comme il fait ses mauvaises passions. Chez l'homme vicieux, donc, il y a désaccord entre ce qu'il doit faire et ce qu'il fait, alors que l'homme de bien, ce qu'il doit faire, il le fait aussi, puisque toujours l'intellect choisit ce qu'il y a de plus excellent pour lui-même, et que l'homme de bien obéit au commandement de son intellect. Mais il est vrai également que l'homme vertueux, qu'il s'agisse souvent dans l'intérêt de ses amis et de son pays, et même s'il en a besoin, donne sa vie pour eux, car il sacrifiera argent, honneur et généralement tous les biens que les hommes se disputent, conservant pour lui la beauté morale de l'action. Il ne saurait en effet que préférer un bref moment d'intense joie à une longue période de satisfaction tranquille, une année de vie exaltante à de nombreuses années d'existence terre à terre, une seule action, mais grande et belle, à une multitude d'actions mesquines. Ceux qui font le sacrifice de leur vie atteignent probablement ce résultat, et par là ils choisissent pour leur part un bien de grand prix. Ils prodigueront aussi leur argent si leurs amis doivent en retirer un accroissement de profit. Aux amis l'argent, mais à eux la noblesse morale, et ils s'attribuent ainsi à eux-mêmes la meilleure part. Et en ce qui concerne honneur et charge publique, l'homme de bien agira de la même façon.
tous ses avantages, il les abandonnera à son ami, car pareil abandon est pour lui-même quelque chose de noble qui attire la louange. C'est dès lors à bon droit qu'on le considère comme un homme vertueux, puisqu'à toute chose il préfère le bien. Il peut même arriver qu'il laisse à son ami l'occasion d'agir en son lieu et place. Il peut être plus beau pour lui de devenir la cause de l'action accomplie par son ami que de l'accomplir lui-même. Par suite, dans toute la sphère d'une activité digne d'éloge, l'homme vertueux, on le voit, s'attribue à lui-même la plus forte part de noblesse morale. En ce sens donc, on a le devoir de s'aimer soi-même, ainsi que nous l'avons dit, mais au sens où la plupart des hommes sont égoïstes, nous ne devons pas l'être. 9. Si l'homme heureux a besoin d'amis. On discute également au sujet de l'homme heureux, s'il aura ou non besoin d'amis. On prétend que ceux qui sont parfaitement heureux et se suffisent à eux-mêmes n'ont aucun besoin d'amis. Ils sont déjà en possession des biens de la vie, et par suite, se suffisant à eux-mêmes, n'ont besoin de rien de plus. Or, l'ami, qui est un autre soi-même, a pour rôle de fournir ce qu'on est incapable de se procurer par soi-même. D'où l'adage « Quand la fortune est favorable, à quoi bon des amis ?» Le daimon est en somme le bon génie des traditions populaires et désigne par suite le destin, la fortune, et eudémonia et daimonion, tout ce qui témoigne d'une puissance surhumaine. Le daimones étant proprement ce qui donne en partage aux hommes un bien que ceux-ci ne pouvaient atteindre de leur propre force. Daimon et sa relation avec eudémonia qui en dérive visiblement.